Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de Mr. Arthur. Comment va-t-il ? Salut Yacine, écoute, en pleine forme, je suis ravi de te recevoir à la maison. Ouais, j'allais dire rue de Varennes. Allez là. Ouais, on est plutôt bien. On est voisins de Matignon. Bon, on passe un salut au à la première ministre, que j'ai interviewé à Vivatech. Je vous invite à tous regarder ça sur Instagram. On parle de la place des femmes dans la tech. Mais elle était bien, Elisabeth, alors ? Ouais, super bien. Tout le monde me disait, tu vas pas la voir, ses cartes du corps. Elle me disait, non, c'est mort et tout. J'ai dit, t'inquiète pas. Et en vrai, je vais dire un petit mot pour les femmes dans la tech. Ouais, et évidemment, là, on est fin juin, mais on annonce comme un remaniement pour septembre. Donc, on verra ce qui se passe. Ça, j'avoue, j'en ai pas parlé avec elle. C'est les bruits du voisinage. T'as des pistes à Matignon ou c'est comment ? Moi, je vois Matignon, Darmanin ou Bruno Le Maire. Ah ouais ? Ouais. J'ai même pas envie de donner mon avis. Mais j'ai aussi vu Bruno Le Maire. Je sais que Darmanin, il est poussé par Macron là pour récupérer la suite. Ouais, je suis pas sûr que ce soit accueilli d'un bon œil par tout le monde. Avec les dames, moins, mais c'est ce que j'ai entendu. Et justement, on salue toutes les dames parce que ce podcast n'est pas juste un podcast de mecs ou autres. L'idée, c'est universel. Mecs, hein. Ouais, mais bon, on peut parler de femmes aussi et je suis sûr qu'il y a des femmes aussi dans ta vie. Ben justement. On commence par le meilleur. Alors, non, mais on commence par quoi en fait ? Parce qu'on se connaît depuis un petit bout de temps. Et en plus, j'ai demandé une intro à ta femme, donc pourquoi ? Vas-y, explique-nous. Je suis quand même fier d'avoir une femme parce que bon, je suis marié à 39 ans, donc c'est plutôt tard. J'en ai 41 aujourd'hui et j'ai épousé. T'es marié depuis 2 ans. Ouais, j'ai en juillet 2021. Ce qui est marrant, c'est qu'on est 3 frères. On s'est mariés tous les 3 au mois de juillet. La même année ? Ouais. Mais non. Si. Oh, les pauvres parents, quoi. Ouais. Un début juillet, l'autre mi-juillet, et nous, on s'est mariés le 30 juillet. Et donc, ta femme est journaliste. Elle est journaliste, s'appelle Florence de Soultray, elle porte mon nom, et elle est journaliste chez M6 maintenant, elle vient du monde de la finance, comme toi, tu vois, c'est une reconversion. Ouais. Elle était... en finance, je sais jamais le nom de la boîte américaine. Je t'ai dit quoi ? Tu m'as dit McKinsey. Avant McKinsey, avant. un JP Morgan. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok. Ouais. Bon, on les salue. Ouais. Et tes frères, du coup, on en parlait. T'as 2 frères et spoiler, ils sont entrepreneurs. Ouais. J'ai 2 frères entrepreneurs. Donc je suis l'aîné. On est 4 enfants. T'as un dernier du coup ou une dernière ? Ouais, une dernière, ouais. Ah, d'accord. J'ai un frère qui s'appelle Bertrand qui a pas passé son bac, qui a été un peu viré de la maison parce qu'il était trop turbulent. Il avait fait 14 collèges, lycées, etc. Et attends, c'est un fake chiffre 14 ou c'est... Non, c'est vrai. 14, c'est dingue. Cette dernière année, il a fait 4 terminales et mes parents en pouvaient plus parce qu'à chaque fois, les écoles prenaient plus que les acomptes et il fallait régler une bonne partie de l'année. Donc, je pense qu'il a ruiné la FEMI, cet enfoiré. Et il était très fort à cheval et il montait à très haut niveau à cheval parce qu'on est une famille d'éleveurs de chevaux. Et il est en concours épique et donc il est parti finir ses études aux États-Unis où il a bien réussi. Il y a vécu 14 ans et là il est rentré. Il a vécu 7 ans en Floride et 7 ans à New York et donc au départ dans les chevaux et ensuite dans l'immobilier. Il s'est très bien débrouillé et là avec l'argent qu'il a gagné aux États-Unis, il est rentré en France. Il a monté un haras fantastique. Il a monté un quoi, tu dis ? Un haras. Ok. Voilà, il élève des chevaux, il a des étalons aussi. Donc entrepreneur, mais pas forcément dans la tech. Pas dans la tech, non, plutôt à l'américaine. Donc il est en mode bulldozer, plus en mode Donald Trump qu'autre chose. Ce qui est bien, c'est que dans la Nièvre, les mecs ils hallucinent un peu. Il est salesy, il est pushy, c'est quoi ? Ah ouais, il est pushy, ouais. Si il tu a des convictions. Sur sa route, tu te fais écraser au bout de 2 secondes. Okay. Mais il réussit vachement bien. Je suis très très fier de lui. Et j'ai un autre frère qui s'appelle Marcy. Avec qui je suis tout le temps fourré. C'est beaucoup Marcy. Et Marcy, lui, il se débrouille aussi comme un chef. Et il a monté au départ
une filiale, même si c'était indépendant, mais c'était la partie produits personnalisés de Vicomte Arthur. Okay. Donc les uniformes pour les sociétés. Donc au départ c'était des uniformes pour Renault, Peugeot, AXA Assurance, etc. Et quelques années plus tard, il a eu l'intelligence de se positionner sur le marché du luxe, et aujourd'hui il fait des uniformes d'une bonne partie du groupe d'LVMH dans le monde. Donc il a développé un très beau business. Il a Rolex comme client. Cool. Là, ton petit frère, je l'ai eu il y a quelques minutes au téléphone. Il vient de signer un gros deal avec l'école hôtelière de Lausanne. Donc il est vraiment. Tu balances les infos comme ça. Ouais. Il y a pas de NDA, rien. Non, il a ouvert un bureau à Genève aussi. Il se démerde comme un chef. Et j'ai une sœur aussi qui est assez entreprenante. Elle a quel âge, elle? Théo, elle a 33 ans, Théodora. Et mariée avec un Italien, elle vit à Milan et elle dirige le club le plus cool de Milan qui s'appelle Ronin. Club de quoi? Ronin, qui est un club pour membres privés. Donc elle organise toutes les Fashion Week, etc. Donc c'est vraiment le truc hype de Milan. Ouais. Donc un peu dans le... Bon, c'est quoi? C'est quand même un peu de mode dedans ou pas? Ouais, il y a beaucoup de mode, de l'art. Okay. C'est un hôtel particulier ouvert aux membres et ensuite privatisé par Gucci, etc. Écoute, moi je vois plusieurs choses. On parle de mode, de prêt-à-porter. Ouais. J'ai envie de parler de luxe et j'ai même envie de dire que tu vois, l'équitation reste quand même un sport qui est pas accessible à tous. Non, tout à fait. Ouais. Tu me vois venir avec une image assez luxe, ouais. Et une image qui colle bien aussi à Vicomte Arthur. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, c'est drôle, hein. Ça fait 5-6 minutes qu'on parle. T'es le seul invité qui ne s'est toujours pas présenté, mais qui a présenté tous les membres de sa famille. Je peux présenter mes parents non plus, mais c'est vrai que j'ai présenté ma femme. Non, mais du coup, on les salue, mais concrètement, ça fait une très belle intro. Luxe, prêt-à-porter. Raconte-moi ton histoire. Surtout. Et famille. Moi, j'ai toujours travaillé en famille. Je m'appelle Arthur de Soultray, j'ai 41 ans, et je suis entrepreneur depuis que je suis à l'école. Donc j'étais à l'IPAG et j'ai monté ma première boîte à l'IPAG qui s'appelle Vicomte Arthur. Tu l'as montée pendant que t'étais aux études? Bien sûr. Ouais. Okay. J'avais 20 ans, 21 ans. C'est quoi Vicomte Arthur? Et c'était ma marque que j'ai donc montée en stage aux États-Unis, en Caroline du Nord, à Charlotte, pour ceux qui connaissent. Ok. Et c'était une marque de cravate au départ et qui s'est développée et qui est devenue une marque de polo ensuite et ensuite devenue une marque de lifestyle tout court et qui était un petit concurrent français de Ralph Lauren. Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait quand même un réseau dans le monde entier. On était distribué dans 45 pays. Mm-hmm. Et notamment, on était assez fort en France, en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Et ça m'a permis d'avoir la chance de parcourir le monde parce que je faisais à peu près 2 pays par semaine. Je m'occupais beaucoup de la vente, de la représentation, de la production. Marcy est venu avec toi assez rapidement. Ouais, mais Marcy, il a toujours eu sa filiale de produits personnalisés. Donc, okay. Donc c'est quand vous avez lancé les uniformes que là, il a intégré la... Non, mais ce qui est marrant, c'est que les uniformes, c'est le premier truc que j'ai créé parce que ce qui m'a permis, parce que quand je dis j'ai commencé aux États-Unis, j'ai commencé au black complet parce que je vendais des cravates comme ça, okay. Que je faisais fabriquer dans le sentier et j'ai eu de la chance parce qu'il y a un de mes revendeurs qui était bien placé sur les pages jaunes et qui a eu un appel de Paris 2012, ville candidate au JO. Et là, ils m'ont dit, viens, il faudrait 3000 cravates. Et donc, je suis pointé, mais tu peux pas vendre 3000 cravates au black à Bertrand Delanoë à l'époque. Donc, j'ai dû créer une boîte contraint et forcé. Et c'est là que j'ai créé une petite structure et qui m'a permis de facturer mes premières cravates. C'est Delanoë avec qui tu dealais? Ouais, c'était son équipe, la ville de Paris, c'est lui qui a signé la première commande. Ouais. Ah, trop drôle. Et on a pris la commande parce qu'on avait été plus rapide que les autres. C'était juste avant Noël, ils étaient hyper pressés. Boum, on était là. Ils ont appelé. 1 heure après, on était en rendez-vous dans leur bureau au Trocadéro. Donc et ça a toujours été c'est le game changer de Vicomte Arthur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de toujours rester comme ça, d'être vraiment au taquet, toujours répondre, d'être extrêmement rapide et saisir les opportunités. Et donc ça m'a permis de signer mon premier deal à 36 000 euros. Okay. Et avec ça, j'ai créé le capital de la boîte, etc. Trop cool. Voilà, ça a commencé comme ça. Et la suite, dis-moi si je me trompe, moi j'ai en tête l'équipe de l'AS Monaco. Ça c'était vers la fin. Bien sûr, mais entre-temps, il n'y a pas eu la reine d'Angleterre aussi? Si, on a habillé beaucoup de monde. Macron aussi ou? Macron très souvent. Macron, il a fait, je sais plus,
Non, pas 4, 3-1 de Paris Match habillés en Vicomte Arthur. Oh, c'est qui les gens dont aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétro, t'es le plus fier d'avoir habillé? Bah, j'aime bien le foot, donc moi, c'est Kiki, hein, c'est qui? Kix, quand il était à... Pas Kiki, des chiens, hein, pas, je parle de Kylian Mbappé, bien sûr. C'est quand il était à Monaco? Ouais. Moi, Okay. j'avais la petite anecdote sympa, donc je suis habilleur de l'AS Monaco, le truc se deal, c'est assez chouette parce que je discute j'ai un copain qui est chez Lagardère qui me dit ok, Arthur, il faut que tu récupères l'équipe de France j'aime beaucoup le tennis, de Coupe Davis. Là, on se positionne sur le marché, on travaille pendant plusieurs semaines sur la ligne, etc. On doit signer 2 jours plus tard et il m'appelle, il me dit vraiment, je suis désolé, Lacoste a appris qu'on était sur le coup avec toi pour l'équipe de France de Coupe Davis, ils mettent 50 ou 100 000 euros de plus, ils veulent surtout pas de toi. Ils veulent pas que tu viennes les enquiquiner sur leur terrain, donc écoute, circule. En revanche, je suis désolé, on va essayer de se rattraper. Il s'avère qu'on a signé la Ligue 1 de foot. On n'a pas le PSG, mais on a les autres. Et bon, à l'époque, t'avais Sochaux, Montpellier, Lyon, ouais, pas mal. Et là, je regarde AS Monaco. Tiens, attends, mais je peux être habilleur de l'AS Monaco, de la principauté de Monaco. Elle me dit ouais, grave, ouais. Et c'est quand même le club qui fit le plus bah ouais, ce qu'on a dit avant, luxe et mode, quoi. Et je me souviens, ils avaient fait une saison pas mal et finalement ils perdent genre 6-0 à Lyon le dernier match ou l'avant-dernier match et ils se retrouvent 3e au lieu d'être second, donc tour préliminaire pour la Ligue des Champions. Mais bon, j'y vais, je signe le contrat, je dis allez, on y croit, on est chaud. Et premier tour préliminaire, boum, Villarreal, machin, Tottenham, ils battent tout le monde, ils arrivent en Ligue des Champions. Et là, on démarre l'aventure. Donc, ils cartonnent et on arrive en décembre, explosion de Kylian Mbappé, donc qui remplace Germain. Ouais. Et évidemment, moi, je vais à tous les matchs, à l'étranger aussi, et j'ai comme voisin le père, Wilfried, ouais, et la mère aussi très sympa, Ethan, qui est un petit gosse. C'est clair. Ouais, c'est trop marrant, et c'était vraiment voisin, et là on est à Manchester pour Manchester City, ouais. Monaco, et je m'assieds à côté d'eux et tout, et je dis allez les gars, il est titulaire, c'est formidable, vous allez voir, et je suis sûr qu'il va marquer. Je dis ça pour être sympa, mais je sais pas, j'y croyais, et le mec au bout de 2 minutes de match, il bute extraordinaire, et match incroyable, c'est terminé à 5-3. Ouais. Et voilà, donc des souvenirs absolument fantastiques. Ensuite Dortmund, le meilleur joueur. Tu jouais très bien en plus ce dont tu parles, tous les matchs, quart de finale de Ligue des Champions. Surtout dans l'avion avec les joueurs, et fantastique. Ça doit être dingue. Ça rêve de gosse. Il s'avère. Moi, j'aime bien le foot. Après, ma vraie passion, c'est le tir, la chasse, etc. Mais donc oui, de l'avoir vécu à fond, en fait, c'est un truc génial. D'avoir vécu ça de si proche en étant sponsor. Ils se sont retrouvés meilleure attaque d'Europe et à chaque fois qu'ils marquaient, il y avait un panneau VA qui s'affichait sur le terrain. En fait, on a eu de la chance. Voilà. Donc c'est arrivé. C'est un invest que t'as fait sans t'en rendre compte en fait. Ouais, tu vois, ça nous coûtait, je crois, 30 000 euros par an en plus. Donc c'est rien. Je pense que c'est absurde, mais rien du tout. Ouais. Et c'est la plus belle équipe que t'aies eue des peut-être 20 dernières années ou 10 dernières années de Monaco en tout cas. Je dirais que le gros succès de Vicomte Arthur, c'était vraiment le sponsoring. Ouais. Beaucoup plus large que ça, parce que c'est venu à la fin le foot, mais c'était les tournois de polo, les concours épiques, le Vendée Globe. On a eu des très beaux deals, toujours bien égaux parce que en échange marchandises très souvent. Okay. Le Polo Club de Gstaad, de Saint-Tropez, l'équipe de France de polo, Windsor avec la reine d'Angleterre, le prince William qu'on habillait pour jouer aussi. Et à chaque fois, c'était des deals intelligents, un peu renard. Tu vois, typiquement, le prince William, on n'avait pas le droit de lui mettre de logo sur son polo. On a dit ok, on a mis des logos à tout le monde, sauf au prince William, mais après quand on a édité les photos, on a retouché, on a mis un logo partout. Ces trucs à la con, mais... Qui sont smart. Ils ont rien dit? Bah non, c'était trop tard. Ah, c'est trop drôle. Non, ça. On a eu de la pub aussi avec le Gungate avec Pipa, qui a été à la fois un coup de pub énorme parce qu'on a eu quand même 5000 couvertures de journaux dans le monde entier. Attends, je veux bien que t'expliques, t'as dit le Gungate, ouais, je vois pas de quoi tu parles là du coup. J'ai fêté mes 30 ans à Paris au théâtre Saint-Germain, donc qu'on avait rebaptisé le théâtre du Vicomte pour l'occasion. Ouais. Et j'aime bien organiser des fêtes. Et j'organise très souvent des grandes fêtes.
Enfin, de mes derniers anniversaires, on était 700 personnes. On avait loué tout Maxim's. Mais je fais payer à chaque fois. Bon, bref. Mais à l'époque de ma marque, je faisais pas payer. Et donc, là, j'ai invité, je sais pas, j'avais peut-être 300 personnes. Et c'est Antoine de Taverneau qui m'a aidé à organiser la soirée parce qu'il avait un restaurant à côté qui s'appelait Le Schmuck. Okay. Et l'after était chez lui. Et donc, on a organisé cette fête qui était sur le thème, un peu Marie-Antoinette. C'était Le roi est mort, vive le vicomte. Donc, tout le monde est venu habillé en tenue, 18e, un peu rock'n'roll avec, tu vois, moi j'étais habillé en Louis XIV avec un collier de chien et je suis assez copain avec Pippa Middleton et elle est venue, elle a pris le train pour venir à mon anniversaire et c'est elle qui tenait la laisse et donc ce qui était cool, c'est que tu vois, il y avait le petit journal, il y avait plein de journaux plus de la presse photo, donc ça nous a fait une super pub. Mais bon, après le lendemain on a eu un scandale parce que on est rentré, on l'a redéposé Gare du Nord en voiture et j'avais un pistolet en plastique dans ma voiture que j'avais gagné chez nous dans la Nièvre dans une fête foraine parce que comme tu sais, je fais du tir et j'aime beaucoup ça, donc j'ai gagné un concours, donc j'ai gagné ce petit pistolet en plastique et mon pote qui conduisait, qui était avocat d'ailleurs pour un grand cabinet américain, a brandi le flingue sur les paparazzis. Il y avait 5 motos de paparazzis. Et là, donc, énorme scandale en Angleterre, et c'était juste après l'affaire Mohamed Merah, etc. Et donc, les Américains, les Anglais ont dit, voilà, c'est la France est un no-go zone, tout le monde s'entretue, tout le monde a c'était à ce moment-là? Ouais, c'était juste après, c'était genre un mois ou deux après. Okay. Donc ça fait un scandale, et la clientèle... Fox News, ouais, je me souviens. À fond, ouais. On a fait 2 ouvertures de Good Morning America, et tout ça, c'était vraiment un gros truc. Et mon pote avocat a perdu son job, s'est fait virer par son cabinet. Ok. Et donc ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'il habite au Maroc et il travaille pour le roi du Maroc en tant que juriste ou avocat, je sais pas. Et ça a été un énorme scandale en Angleterre, aux États-Unis, en France aussi. Alors, j'ai croisé le préfet, il a dit, mais on était vraiment sur le point de venir vous chercher. Ah ouais, à ce point. Ouais, c'était un gros truc et. T'as eu du soutien? J'ai eu du soutien, mais on a eu le bureau qui a été assiégé par les journaux anglais, les tabloïds, Newsweek, etc., qui ont essayé d'enfoncer la porte du bureau rue Royale à Paris. Okay. J'ai les filles en pleurs, machin. Ils ont mes parents qui habitaient dans le Val d'Oise, il y avait des camions de télé devant la grille et tout. Ouais, ça a été très très violent. Et donc c'était marrant parce que ça a fait à la fois une couverture sensationnelle pour la marque. J'allais dire, il y a de la bonne ou de la mauvaise pub? Ou il y a que de la pub? Que de la pub. Moi, et là-dessus, on a fait beaucoup de télé, Zone Interdite, etc. Beaucoup d'émissions sur France 2. On s'est vrai souvent fait esquinter parce que le côté aristo et tout, ils étaient contents de jouer là-dessus. Mais moi, j'avoue que la première année, je faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième, 1,2 million, etc. Et une année, je suis passé de 3 millions à 9 millions grâce à la visibilité qu'on avait. Donc, plus fort que n'importe quel levier de marketing. Surtout que nous, on n'avait pas d'argent. Hein. J'ai démarré avec 15 000 euros de capital, donc c'était merveilleux d'avoir cette pub gratos. Okay. Donc, mais bon, je me souviens comme il y a eu avec cette histoire de Gungate avec Pippa, on a perdu une clientèle assez traditionnelle au départ. Qui met beaucoup la marque pour ce côté plus classique, et là nous a un peu boudé en disant il y a un charme français que tu vendais dedans à l'international ou pas? Comme disait Marcy, on vend pas des polos, on vend du rêve. Il disait tout le temps ça, donc évidemment on vendait un esprit, une marque, ouais. Bertrand, il s'habillait, toute la famille s'habillait en vicomte. Est-ce que tout le monde y croyait chez vous? Bah oui, quand même, on faisait presque 20 millions de chiffre d'affaires. Non, mais je veux dire, on était co-gérant avec mon père, ma mère était salariée, elle était travel manager, ma sœur s'occupait des shootings, Marcy avait développé le parti corporate indépendant, mais tout le monde était actionnaire chez tout le monde. Et mon frère Bertrand, il avait une grosse partie du business aussi, parce qu'on avait quand même 4 boutiques aux États-Unis. Ok. Ah, c'est lui qui gérait ça. Ouais, on avait une boutique à Palm Beach, en Worth Avenue, en face de Vuitton et tout. On a eu des beaux trucs. On avait aussi un franchisé à Miami sur Collins Avenue. On avait une boutique à Cape Cod, à Southampton. On est aussi pendant 6 mois, on a une boutique à New York. Mais là, c'était un peu plus dur. On a vite fermé parce que les loyers étaient trop chers pour nous. Donc, et c'est quoi sur Madison. C'est quoi la première clientèle en termes de pays? Est-ce que vous étiez plus connu? France de loin. Donc vous étiez plus connu en France que n'importe où. Et numéro 2 Japon. Ah oui, ok. Parce qu'on avait un gros développement au Japon avec les grands magasins Takashimaya qui était le plus vieux grand magasin au monde. Ok.
Mais UK, US, pas trop? UK, on avait une boutique à Londres sur King's Road et qui marchait pas mal, mais c'était pas fou. Et c'est surtout que Londres, c'était très cher. C'est dingue parce que tu me parles de boutique. Plumé, ouais. Tu te rends compte que tu associes le succès de ta marque, du coup, en tout cas avant, à une présence physique. Ouais, alors qu'aujourd'hui c'est plus digital, mais bon, c'était il y a 10 ans. C'est totalement digital, ouais. et c'est l'objet en plus de que ça soit Thunderstone puis de Second Life. Donc, tu l'as pas dit, je te présente pour toi au bout de 20 minutes, mais tu n'as pas créé qu'une seule boîte. Donc on parle de Vicomte. Est-ce que tu peux nous faire juste un fast forward? Je crois que t'as fait un peu d'IMO, que t'as aussi commencé à créer un distributeur de pizza aussi dans la Nièvre. Faut pas tout mélanger, sinon on va se dire le mec il est vraiment fou. Mais justement, j'aimerais comprendre c'est quoi le point commun, si tu veux les lister un petit peu, mais surtout c'est quoi le point commun dans tout ça? C'est quoi? C'est la joie d'entreprendre et moi j'aime bien monter un projet de zéro. Je sais que c'est plus dur, plus chiant aussi, mais je pense que c'est un peu ma force parce que on va dire que j'ai une grosse dynamique et j'arrive à entraîner des équipes avec moi. Ok. T'arrives à porter une vision. Rien ne m'arrête. Là, je viens d'acheter un bien immobilier avec ma femme et il y a eu que des problèmes. Et ça a duré 6 mois et on a besoin d'une autorisation de la mairie de Paris. Tout ça a été extrêmement complexe, extrêmement complexe d'avoir l'emprunt, etc. Ouais. Et tu vois, elle y croyait pas du tout. Et à la fin, je dis c'est bon, on a tout signé. T'y croyais tout le temps, toi? Je lâche jamais en fait. Ok. Je me pose même pas la question. Mais c'est quoi la philosophie? C'est que c'est dans le doute. Pas se poser la question. Non, c'est juste que voilà, on fait le truc, on va au bout. Mais tu sais à 100% dans ta tête que ça va marcher, ou tu te dis je veux tout faire et si ça ne marche pas au moins j'aurais tout essayé? Non, ou est-ce que t'es dans un déni en te disant ça va marcher quoi qu'il arrive? Ouais, je suis dans un déni complet, ouais. Ok, ouais, non mais c'est tant mieux, hein. Tu t'auto-convaincs, quoi. Ouais, bien sûr. Les banques te disent non, une première banque te dit non, une deuxième, machin, t'es là, c'est la panique, il reste qu'un jour, je sais pas, moi j'y crois toujours. Ok, non mais c'est folie hyper intéressant. Si on, juste, j'aimerais prendre deux petites minutes. Tu nous as parlé de tes frères et sœurs, et enfin de ta famille plus globalement. Est-ce que si tu regardes en arrière, même ton enfance, tout ça, est-ce qu'il y a des sortes de valeurs que tes parents t'ont inculquées, mais qui en fait, sans t'en rendre compte, sans même parler d'entrepreneuriat, vous ont tous amené à entreprendre et à créer votre propre valeur from scratch? Ouais, c'est une très bonne question, Yacine, merci. Et tu me diras si toi c'est le cas, mais nous, moi je les remercie tous les jours, mes parents, ma famille en général, parce qu'on est une grande famille. Et je trouve que ça apporte une force supplémentaire parce que on vient de la campagne, donc on vient de la Nièvre. On y a passé toutes nos vacances, etc. Donc d'avoir déjà des racines profondes, parce que moi ça fait 500 ans que ma famille est installée dans le même bled. Okay. Donc tu vois, d'avoir des racines profondes avec une famille unie, des cousins, etc. Déjà tu travailles pour quelque chose, tu travailles parce que t'aimes un endroit, t'aimes te retrouver là. Quand tu gagnes ta vie, t'investis, tu fais des choses là-bas, etc. Donc pour moi, c'est des vraies valeurs. C'était côté éducation qui m'a beaucoup aidé, que ce soit aux États-Unis quand j'ai commencé à vendre des cravates au porte-à-porte. Je faisais un baise-main au Riken. Ah ouais, ok. Ouais, tout ça, c'est des choses qu'ils ont pas en fait. Donc, comme disaient les Américains, tu peux un jour être milliardaire aux États-Unis, mais jamais tu pourras être un vicomte. Donc ça, je dirais que l'éducation nous a beaucoup servi, mais tous les jours dans le business. Donc ça, je dirais l'éducation, c'est le truc numéro 1. Ok. Et dans quand je dis éducation, c'est politesse, c'est rapport aux autres, le côté avenant. Et je dirais que l'autre chose aussi qui est assez forte, ça a toujours été, on s'est toujours débrouillé. Dans ma famille, on nous a jamais rien donné, on n'avait pas d'argent de poche, donc on se débrouillait avec mes frères, on achetait des trucs, on les revendait. Ok. Au début, étudiant en première année à l'IPAC, j'achetais du vin à une maison qui était à la tête d'un grand vignoble à Bordeaux. J'achetais des vins déclassés et je les revendais au resto. Donc je me suis toujours débrouillé. Ça, c'est très important de gagner son propre argent. Donc ouais. C'est drôle parce que ce côté débrouille en fait, c'est peut-être de l'éducation et de la débrouille. Mais tu parles tu m'as parlé d'aristocratie ou même de luxe. On l'associe pas à la débrouillardise en plus, alors qu'en réalité ça devrait pas être corrélé, quoi. Ouais, non, c'est option pas corrélé, non. Ok.
Non, le luxe, après, c'est un certain positionnement. Tu dis, bah voilà, est-ce que je veux vendre des fringues en or à plusieurs milliers? Est-ce que je veux vendre des trucs en coton à plusieurs centaines? Ou est-ce que je veux vendre des merdouilles comme Shine à quelques centimes en polyester? Mais on va parler de Shine dans 2 minutes. Juste pour parler... Chine, je crois. Shine, on devrait même pas en parler, ça leur donne du crédit. On devrait appeler mais bon. ça grosse saucisse, surtout. Ouais, on va les surnommer comme ça. Juste mini question sur Bertrand. T'as dit qu'il a fait 14 collèges, lycées, ou jusqu'au lycée. Ouais, c'est ça, 14, ouais. Non, le collège-lycée. Et pourtant, alors il y a un truc, t'as pas dit en gros que tes parents vous disaient que tout était possible et vous donnaient de la confiance, mais en même temps, vous étiez dans la débrouillardise. Tu l'apprends sur le tas, ça. C'est ça, mais... Comment il se voyait, Bertrand? Est-ce que même toi, t'avais un œil en te disant il va jamais rien faire de sa vie, ou au contraire, vous saviez que l'école, c'était peut-être pas fait pour lui à ce moment-là? Non, mais pas fait pour nous en général, on a quand même... Ah ouais, vous êtes tous mauvais élèves, ou... Mais bon, maintenant que j'ai une femme, un télo, je me mets à bouquiner et tout, j'adore ça, donc... non, c'était pas trop notre truc, l'école, on a toujours été assez nuls. Moi, la plupart des années, j'étais dernier de ma classe, donc... Moi, c'est drôle, parce que le jour du bac où je me suis réveillé, peut-être une semaine avant, et j'ai eu le bac avec une mention assez bien, mais je pense, ma grande fierté. Ok. Mais oui, j'ai toujours été nul à l'école. Moi, on m'a toujours dit que l'école, c'était important, qu'il fallait aller chercher ses diplômes. Et je trouve qu'on a vécu un truc un peu inversé, c'est qu'une fois que je suis allé chercher tous ces diplômes, je me suis retrouvé avec ces diplômes en me disant ok, qu'est-ce que ça me permet de faire? Et en fait, ça me plaît pas, entre guillemets, les jobs que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai atterri un petit peu dans le podcast. C'est bien chez Newfound que... Non, mais j'étais très bien, j'ai adoré. Mais en fait, au fur et à mesure, je suis toujours allé chercher un truc qui me plaisait de plus en plus. À quel moment tu t'es posé cette question de qu'est-ce que toi tu veux faire de tes 10 doigts, et presque quelle empreinte t'as envie de laisser de ton vécu, quoi, de ton vivant? Voilà, c'est un peu prétentieux. Ou tu l'as peut-être pas intellectualisé. Non, mais pour reparler de cette partie étudiant, j'avais donc besoin d'argent, donc je me suis mis à vendre du vin. Ensuite, j'ai eu cette opportunité de vendre des cravates pour une marque espagnole, et ensuite, les mecs étaient pas sérieux, ils me livraient pas, donc là, je me suis dit, bah, je vais créer ma marque sous l'influence de mes amis américains, de Charlotte, qui étaient eux deux personnes qui avaient fait Harvard, un couple qui avait fait Harvard, et c'est eux qui m'ont dit il faut absolument que tu crées ta marque. Ils m'ont aidé à dessiner le logo, ils ont créé le nom de la marque. Donc ouais, j'ai été vachement poussé, mais c'est toujours le souci, je dirais, d'indépendance financière, de faire son propre chemin, et bon, tu le verras là, maintenant, mais maintenant que t'es entrepreneur, c'est difficile de faire marche arrière. Parce que tu vois, j'ai été quand ma boîte Vicomte Arthur allait moins bien, elle a été rachetée par un fonds, et je me suis retrouvé avec un patron, ça a pas duré, tu vois, c'était pas possible, à la fois pour lui parce qu'il avait investi, il s'est dit c'est qui ce type insupportable, et à la fois moi c'est qui ce tocard, tu vois. Donc, ouais, et puis il y a du sentimental dans ça. Évidemment, et quand le type te dit c'était il y a quelques années, il reprend la boîte, il me dit oh ben j'ai bien réfléchi. Moi il était un peu vieux, il a 70 ans, et il me dit j'ai bien réfléchi Arthur. C'est très bien la communication de la société, mais on a plus de followers sur Facebook, et ça serait bien que on va fermer le compte Instagram, comme ça on va focus, on va faire que du Facebook, comme ça fera plus de visibilité. Et ouais, c'est fabuleux Pierre-Louis, c'est une très bonne idée, mais tu vois les mecs ouais, donc tu vois, ça devient son truc, mais juste quoi, donc rien que ça, je veux dire, tu peux pas être salarié, tu peux pas écouter une connerie pareille. Donc écoute, moi je préfère faire mes bêtises et les assumer, et j'en ai fait un paquet, et plutôt qu'essayer de convaincre quelqu'un. Ouais, c'est pas mon taf, et je dirais que tu entreprends aussi pour le goût du risque, etc. Moi ça me passionne, ça me réveille la nuit même, ça, tu vois, j'ai des idées, des trucs, et je suis pas prêt à le faire pour les autres. Ça m'emmerde. Ok. Non, mais je peux totalement comprendre. Si j'ai une bonne idée, si j'ai un bon truc, bah c'est pour ma famille, pour ma femme, pour moi, peut-être un jour pour mes enfants, tu vois, mais pas pour un mec que j'aime pas, tu vois. Donc si on parle 30 secondes de Vicomte et de la fin. Ouais. Réussite, échec, regret, je dirais que c'était une réussite quand même pendant plus de 10 ans. Et on a fait des erreurs, hein, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs, mais comme la croissance était très forte, ça se sentait pas, et à un moment ça allait moins bien. Je sais que c'était les années François Hollande, il y a eu les attentats, la météo qui était chaude en hiver, froide en été, etc. Il y a eu plein de petits facteurs, et ça a moins bien marché.
Et on a trop investi parce qu'on a levé de l'argent pour la première fois de notre vie. On avait de l'argent. Okay. On s'est mis à acheter des magasins, alors qu'avant on avait surtout des revendeurs. On s'est mis à prendre plus de risques. Genre, j'avais 50 personnes, tu vois, c'était assez bien calibré. Et on est passé à 100 personnes. Ok. Et on a trop investi. Mes designers historiques sont partis après 10 ans. Je les ai remplacés par un très bon designer anglais, mais trop mode, peut-être avec moins de logos, etc. Donc tu vois, il y a eu plusieurs bêtises faites en même temps. Ok. On a perdu de l'argent et les banques nous ont lâchés. Surtout qu'à un moment, c'était notre investisseur, c'était une des banques qui était donc au courant des difficultés avant les autres, donc qui a réussi à sortir avant les autres. Donc les autres ont dit ils sont sortis, donc nous on sort aussi parce que si ça arrive demain sur une boîte qui fait plus 500 millions, signal. Ça sera ça sera dangereux pour nous. Donc voilà, ça fera jurisprudence. Donc nous on prend pas le risque, on vous laisse tomber. Donc voilà, donc j'ai tout perdu, j'ai redémarré vraiment à zéro, quoi. En 2018, j'ai eu la chance de trouver des amis, des gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi sur moi, mais sur Thunderstone là, tu parles? Thunderstone au départ, ouais. Ça a pris combien de temps entre le premier signe où tu t'es dit oula ça sent le roussi et le moment où tu cèdes Vicomte Arthur du coup? Vous l'avez cédé, c'est ça? Ouais, on l'a cédé, ça a duré comme 1 an, parce qu'on a eu la chance, en se mettant sous la protection du tribunal, on a pu redresser la boîte. Ok. Et c'est au dernier moment que les banques qui devaient nous suivre avec mon nouveau round d'investisseurs que j'avais fait signer, se sont défilés. Donc ça, je crois que ça s'est joué à 48 heures près. Ouais. Mais avec le recul, c'est pas une mauvaise chose parce que tu vois, je me serais entêté là-dedans. Ça faisait 12 ans que j'avais ma marque. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose. Ben attends, et puis c'est la strat quoi, non? Bah ouais. La strat des magasins physiques qui donne un Thunderstone et un Second Life après aussi, ouais, non? bien sûr, tout à fait. Mais je dirais que le fait d'avoir monté un round d'investisseurs, de gens qui m'ont fait confiance, et finalement ça se fait pas, donc ils ont pas eu à mettre l'argent. Ouais. Et ensuite, il y a eu quand même les gilets jaunes, le Covid, le machin. Donc bon. Et moi, j'avais besoin de faire autre chose. Et là, je me rends compte, tu vois, ça fait 6 ans que je suis plus dans le textile, et que je fais plutôt de la tech. Et depuis quelques semaines, je me dis que je retournerai bien dans la fringue après The Second Life, qui est donc mon gros projet aujourd'hui. On va en parler dans un instant, mais après, c'est la première fois que je me dis ça, que je retournerai bien dans la fringue, parce que ça reste quand même ma passion, de créer une marque, un univers. Et je suis même tombé sur un créateur le week-end dernier, Jean-Charles de Castelbajac, et il m'a dit moi je serais trop chaud pour faire un truc avec toi et tout. Donc tu vois, il y a quand même ça motive. Ouais, ça motive. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, t'es opportuniste, qui est quelque chose de très bon, je trouve. Entrepreneur et très opportuniste, donc il y a des affaires à faire dans la fringue comme ailleurs. C'est un métier extrêmement difficile, surtout en ce moment, parce qu'il y a eu cette inflation des matières, etc. Les clients qui achètent pas forcément des choses très chères. Donc non, c'est pas évident, mais bon, j'avoue que c'est la première fois que j'y repense, on va dire. Ben, tu nous dis, on passe d'une boîte de 9 millions de CA à finalement te retrouver devant le tribunal. Non, on faisait 20. 20 à la fin, 20. Ouais, t'es ouais. passé de 3 à 9 et ensuite 20. Excuse-moi, pas négligé. Comment tu rebondis? Comment tu te dis, ok, ça a été peut-être sur la fin, c'est pas comme ça que je voulais terminer. Par contre, je sens que j'ai encore, entre guillemets, une histoire à écrire, peut-être sur un autre livre. Ouais, alors pas trop se poser de questions, parce que c'était un peu déprimant, parce que surtout que moi j'avais fait cette erreur, j'étais un des tout premiers à monter une marque, j'ai commencé très tôt, et je m'étais, à part ma famille, je m'étais pas assez entouré, et ça c'est vraiment un truc que je regrette. Tu vois, j'avais eu la proposition de vendre ma boîte, et 2 ans avant, je l'ai pas fait, alors que j'aurais dû 1000 fois le faire. Tu vois. On t'avait proposé combien? 15 millions. Ok. Regret ou pas? J'avais 80% de la société, donc oui, bien sûr, bah mais okay. peu importe. Mais tu pouvais pas savoir les 2 années qui suivaient, quoi. Ouais. Et donc, et surtout, moi, je me disais que c'était bien de réinvestir ce que je gagnais dans ma société, donc j'ai toujours réinvesti les bénéfices, parce on a gagné de l'argent pendant 10 ans. Et c'était une énorme connerie, parce que c'est l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc j'ai vraiment tout perdu. Et donc ça a été difficile, je me suis pas trop posé de questions, mais donc le fonds a repris, ils m'ont viré assez vite. J'ai eu un réflexe, c'est que j'ai pris mon ordinateur, tu vois là mon gros Mac, et je suis parti m'installer chez mon frère,
Et tout de suite, j'ai redémarré, j'ai travaillé sur des projets, etc. Donc, Marcy ou Bertrand? Chez Marcy. Bertrand était encore aux États-Unis à l'époque. Ok. Et tout de suite, je me suis relancé, mais dans l'après-midi même, j'ai filé. Et première idée, Thunderstone? Non, au début, une marque de fringues, mais j'avais pas du tout la niaque. En fait, j'avais plus la niaque. C'était trop dur. En fait, ce qui est dur avec une marque de fringues, c'est que t'achètes des vêtements dans le monde entier. Tu négocies le bout de gras pour quelques centimes partout. Ça cogne, c'est assez violent. Okay. Les gens en face sont pas toujours très corrects. C'est vraiment ce qu'on dit, le monde de la mode, c'est impitoyable. Hard, ouais. Okay. Ouais. Je dirais que c'est même pas le monde de la mode là. C'est nous c'était pas, on faisait pas de défilé. C'est prêt-à-porter, lifestyle. Ouais. Okay. Et donc c'est très très dur. Ensuite, quand tu vends dans les grands magasins, à Galeries Lafayette, etc. Donc tu t'étripes toute la journée, que ça soit avec les acheteurs, avec les usines, etc. Avec les boutiques revendeurs parce que ça va jamais, les marges et machin. Donc c'est quand même un métier qui m'a appris la négo parce que tu négocies toute la journée. Et donc il faut le vouloir quoi. Ouais, il faut le vouloir, c'est très très dur. Fatigant. Ouais, c'est très très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui après avoir vécu ça, j'avoue que c'est plutôt mon métier est plutôt sympa, ouais. Bah justement, Thunderstone 2018, 3 ans plus tard, je crois c'est la naissance ou 2 ans plus tard, la naissance de 2 ans plus Second tard, Life. Raconte-nous un petit peu les deux. Donc Thunderstone au départ, l'idée c'était de mettre des écrans, un peu des écrans type McDo dans les magasins, et ça permettait de commander des vêtements qui n'étaient pas forcément en magasin. Donc c'était ce qu'on appelle le phygital. Contraction du physique et voilà, digital. Exactement. Donc c'est connecté aux e-commerce des marques. Et on a quand même signé une centaine de marques, de très belles marques, Kawa, Pyrenex, etc. Ça, le plus important, c'est avoir quand même leur stock, leur inventaire informatisé en temps réel. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'imagine. Moi, c'est parce que nous, on était connectés aux e-commerce, au Shopify, PrestaShop, etc. Okay. E-commerce. Et ça a eu du mal à s'implanter. C'était très dur et c'était coupé en plus avec le Covid. Et on a été, je pense, beaucoup freiné par les directeurs commerciaux, dans les showrooms qui voulaient faire leurs objectifs. Donc, ils empêchaient leurs clients d'installer la marque ou d'ouvrir des catalogues chez eux. Attends, pourquoi ça les bloquait? Je comprends pas. Parce que dans les showrooms, 2 fois par an, tu as des showrooms à Paris en pleine Fashion Week. Là, on est en début de Fashion Week. Je sais pas si tu as vu Vuitton a défilé hier. Avec Pharrell, avec Pharrell Williams sur le Pont Neuf. Yes. Et donc là, non, j'y étais pas. Mais la période de Fashion Week ouvre la période des ventes en showroom. Ce qu'on appelle le wholesale, donc c'est la vente de gros, grossièrement. Et les acheteurs du monde entier. Alors au début c'est les plus exotiques qui viennent, le Moyen-Orient, le Japon, etc. Et après c'est le fin fond de la province française, donc ça va de fin juin à tout début août. Ok. Alors la Fashion Week elle doit durer peut-être une semaine et après tout le reste, t'as des gens qui viennent, qui ont des franchises à l'île de Ré, à Saint-Trope, à Lille, machin, ils viennent faire leurs achats. Et ils viennent dans des showrooms, les marques ont des showrooms et ils commandent en prix de gros, donc ils achètent un vêtement par exemple 20 € et c'est revendu 3 fois le prix. Ensuite, c'est revendu 60 € en boutique. Ça, c'est comme ça et ça, c'est les étés, donc entre juin et août, et les hivers entre janvier et début mars. Et alors, la chose que je comprenais pas, c'est pourquoi ils ont pas accueilli Thunderstone. Et donc, les directeurs commerciaux des marques voulaient pas trop que Thunderstone rentre dans les magasins multimarques, les revendeurs. Parce que les revendeurs ont des budgets. Quand demain t'as une boutique en région parisienne et tu vas chez Ralph Lauren acheter une collection. Ouais. Donc t'as un minimum d'achat qui est à 30 000 €. Et ensuite, si tu fais pas ton minimum d'achat, ils te coupent la marque. Et si nous, on installait des bornes Thunderstone dans les magasins, tu aurais réduit tes budgets d'achat en showroom en te disant, bah voilà, je prends moins de risques parce que j'ai accès au stock online. Ok, voilà, j'ai compris. Donc il y a eu ça. Bon, mais peu importe, c'est pas très intéressant. Oui. On a pivoté vers le métier de la seconde main en 2021 et heureusement parce qu'un autre plus grand succès. Donc pourquoi? Parce que j'avais une très bonne équipe, des fonds parce qu'on a quand même en tout on a levé près de 3 millions d'euros et on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir créer The Second Life. Ouais. Combien de temps ça prend entre ok la mayonnaise prend pas, ok on pivote, et est-ce que tu l'as dit, il y a des équipes, est-ce que c'est des personnes qui t'ont susurré des choses,
Comment ça se passe? Ouais, contrairement à Vicomte Arthur où je dirigeais la boîte vraiment de mon côté avec mon père, on était co-gérants. Là, ça nous a fait faire des erreurs. Donc là, je me suis dit, je vais comme apprendre des erreurs. Donc j'ai recruté une équipe très proche de 5-6 personnes, les N-1, et je partage absolument tout avec eux. Et j'avoue que c'est très agréable, surtout que j'ai pas d'associés, donc c'est vraiment une vraie chance, une vraie opportunité de pouvoir échanger, surtout que j'ai des anciens de chez Vicomte Arthur qui m'ont rejoint. Donc le fait de travailler à livre ouvert, je trouve que c'est plus motivant pour ces équipes-là qui ont en plus des BSPCE. Et le fait d'échanger, ça évite de faire des bêtises, donc on était tous d'accord pour pivoter. Et en combien de temps du coup ça? Bon, très vite. Hein. C'est quoi? C'est l'histoire de 3 semaines ou c'est l'histoire de 6 mois qu'on se rende compte? Ça a pris 1 an, Vicomte, pour fermer réellement l'histoire. Ouais, pour là, un pivot, ça prend combien de temps? Je passe en 6 mois. Ouais, en 6 mois. En 6 mois, ouais, tu pivotes, ouais. Ok. Ouais. Raconte-nous le pivot. Donc du coup, lancement de Second Life qui se fait toujours sous la casquette Thunderstone, si je comprends bien. Non, la société s'appelle Wolverine Associés. Ok. Donc ça, c'est la structure. Et donc, il y avait un produit qui était Thunderstone. Et là, un nouveau. Et on a bifurqué pour créer un nouveau produit qui s'appelle The Second Life. Mais tout est pareil, c'est les mêmes actionnaires, les mêmes salariés, les mêmes bureaux, donc c'est juste qu'on a changé de produit. Et donc du coup aujourd'hui Second Life qui a eu un beau regain d'activité, qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On apporte la seconde main aux retailers, donc c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'avec Vicomte Arthur, j'ai travaillé avec des retailers toute ma vie, en étant un marchand de gros au départ, ensuite avec Thunderstone, et donc là ça s'adresse aux mêmes personnes. Alors là, c'est plus spécifique. Nos gros clients aujourd'hui sont les centres commerciaux. Okay. Et ce qu'on apporte, donc le business de la seconde main, c'est qu'on essaie d'installer la seconde main de façon rentable chez les retailers. Rentable pourquoi? Parce que on a un Argus qui reprend 1200 marques. Okay. Donc tu peux venir dans un centre commercial qu'on équipe, type Westfield, SCC, la compagnie de Salzbourg, la Vallée Village, etc. T'en as beaucoup en France aujourd'hui. Nice Cap 3000. Donc tu peux venir déposer tes vêtements sur un stand The Second Life, qui est ouvert en général une après-midi par semaine, le samedi après-midi, ou online sur le site internet du centre. Tu déposes les vêtements que tu veux, toutes marques confondues, même la fast fashion. Okay. Et là, l'Argus te dit exactement combien coûte chaque fringue. Donc si la fringue est en bon état, on te la cote. Donc c'est une alternative à Vinted. Et là, on te rachète, tu vois, je regardais les jeans Levi's tout à l'heure, ils sont à 11,40€. Une chemise Ralph, ça fait, je pense, 12, une veste Sandro, 25, etc. Donc, t'as un prix fixe. Qu'on s'entende, c'est pas une concu à Vinted parce que c'est des wholesale. C'est une vraie alternative. Ouais. Non, mais ils pourraient même pas vendre l'équivalent de 20 jeans Levi's, même une vingtaine, c'est pas assez. Non, ce sont les clients de ces Ah, d'accord, boutiques. donc c'est vraiment du consumer qui vient, qui dépose. Ok, d'accord. Nous, on a créé le logiciel qui permet aux clients des centres commerciaux, des grands magasins, des marques de prêt-à-porter, de venir déposer leurs vêtements. Mais la grande particularité, c'est que nous, on fait toutes les marques confondues. Parce qu'aujourd'hui, la seconde main, c'est ou Vinted, qui fait du C2C, peer-to-peer, donc de toi à quelqu'un à l'autre bout de la France, consumer à consumer. Même ou international, ouais. Exactement. Ou alors, t'as aussi des boîtes qui font pour les retailers, tu vas chez Sandro, tu peux renvoyer uniquement du Sandro. Ok. Mais ça, on s'est aperçu que c'était bien, mais c'était pas rentable pour les marques. Okay. Parce que le fait d'être limité à ta marque, ça freinait vachement les volumes. Tu parles de revaloriser des produits, là? Ou de renvoyer des produits dans la marque dans laquelle t'as acheté. Mais qui ont déjà été utilisés. Oui, exactement. Je parle que de la seconde main. Ouais, ok, très bien. Et nous, on n'y croyait pas parce que, j'ai presque 20 ans d'expérience dans le prêt-à-porter. Donc, pour moi, quelque chose de Perrin, c'est vraiment quelque chose de foncièrement rentable. Et donc là, le fait de reprendre toutes les marques, d'équiper un centre commercial et de pouvoir déposer tous les vêtements de ton armoire en bon état, c'est très important. Et d'avoir en face, au lieu d'avoir de l'argent cash, t'as une carte cadeau du centre commercial en question et qui te donne accès à toutes les boutiques du magasins. Centre. Ouais. Okay. Tu peux aller au cinéma, au McDo, faire des courses de bouffe chez Darty, etc. Et
Et ou racheter des sapes. Ouais, mais il y a que 10% des gens qui redépensent dans les vêtements. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Ouais. J'allais dire, si quelqu'un est smart, il peut le matin, ou du moins aller déposer je ne sais combien de vêtements et faire son shopping avec cet argent. Au final. C'est ce qu'on fait toute la journée. Hein. Et aujourd'hui, on est devenu le plus gros collecteur de vêtements en France, dans les startups. Hein, je parle vraiment uniquement dans les startups parce que t'as des sociétés bien implantées qui font des beaucoup plus gros volumes, mais dans les startups, on est le number one. Donc on rachète plusieurs centaines de milliers de vêtements par an pour le compte donc des retailers, foncières, marques de mode, centres commerciaux. Et si tu t'adresses, excuse-moi je t'interromps, mais j'ai vraiment envie que tu ailles en pitch. Bon, je sais que c'est pas Bertrand, c'est bien Arthur, mais tu peux quand même être celle-ci. Concrètement, moi en plus j'ai pratiqué un petit peu de Vinted. Je vais pas te donner les éléments parce que je pense que les pains, les problèmes qu'on vit en tant que vendeur sur Vinted, on les connaît tous. Pourquoi je passerai plus par un Second Life qu'un Vinted? Nous c'est sans photo, sans négo. Ok. Donc c'est très simple, c'est que tu viens physiquement dans le centre commercial avec ton sac, tu déposes tes vêtements, on te les rachète automatiquement. S'ils sont en bon état, hein, si tu me sors un pull mais est-ce que c'est le même principe qu'un Apple Store qui va te reprendre un iPhone, mais genre à 10% du prix, c'est exactement alors ça. qu'il en vaut 40% en réalité? Ouais, c'est ça, on rachète pas très cher parce que derrière, on a un partenaire qui retraite les vêtements. Ok, et c'était ma deuxième question. Qui les répare pas. C'est pour ça qu'il faut que ça soit nickel et si possible repassé. Hein. Faut vraiment que ça soit top. Derrière, notre partenaire les reprend, les nettoie, etc. et ensuite les revend. Okay. Et donc, l'argent de la revente permet de financer les cartes cadeaux parce que sinon ça arrive pas du ciel l'argent. Non bien sûr, mais en plus du coup si je comprends bien, toi tu mets la carte cadeau alors que ton partenaire et toi vous n'avez pas forcément déjà pris non mais comme c'est un partenaire qui fait de la vente physique à des corners notamment chez Monoprix. OK. Il a besoin d'alimenter ses corners donc tout ce qui est racheté en bon état est revendu dans les 6 mois on va dire. OK, donc c'est en général risque... c'est revendu dans le mois, ils revendent je crois 70% en 3 semaines, un mois. OK. Donc non, le risque il est assez faible parce que la seconde main est un business qui marche bien, ouais. Ok. Parlons. Mais le plus important, c'est d'arriver à rendre rentable la seconde main. Donc je dis c'est un business qui marche bien, pas tout à fait parce que c'est un business qui est dur à rentabiliser. Et donc mais de plus en plus populaire, je pense. Oui, bien sûr. Et il y a cette partie écologique qui est très importante. Donc voilà, c'est d'arriver à matcher, de faire la seconde main de façon durable pour que ça serve l'écologie, parce que c'est de faire de la com en disant c'est formidable, et tel retailer fait de la seconde main, mais en fait ça dure 2 mois le temps de faire de la com, ou ça dure 1 an, c'est pas très intéressant. Donc, vous fabriquiez où avant avec Vicomte? Nous on fabriquait dans le monde entier, mais surtout notre plus gros produit était le polo. Ouais. Polo manche courte bicolore, et il était fabriqué au Pérou. Ah, au Pérou? Ok, fabriqué au Pérou, mais j'ai une anecdote là-dessus. Et tu vois, il m'est arrivé de payer des avions, parce que c'est une usine qui travaille pour Lacoste et Ralph Lauren, qui est très 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 gros succès. Et ils avaient souvent beaucoup de retard. Et nous, quand on était dévalisés, on avait besoin de réapprovisionner très vite. Et je me souviens avoir payé des billets d'avion à mes polos, mais des billets en fret, mais ridicule. Je me souviens un jour d'avoir signé un bon de commande à 40 000 € chez Air France pour rapatrier des cartons de polo. Donc j'avoue qu'aujourd'hui ça me paraît, maintenant que je suis dans la seconde main, ça me paraît absurde, mais justement à parler de et tu vois, d'avoir des cellophanes des cellophanes sur tous les produits, ça me paraît délirant aujourd'hui. Mais il y a 10 ans ça choquait personne. Donc tu vois, c'est bien que tout le monde évolue. Si je te parle de fast fashion, et on va les citer clairement, parce que j'ai pas prévu de les recevoir dans mon podcast, donc ça va. Mais concrètement, le pop-up store qui a été ouvert, je crois, il y a 2-3 semaines, il y a pas si longtemps, à Paris, de Shane, je sais pas comment on dit. Non, on a dit quoi, la grosse saucisse, c'est ce que tu m'as dit. Peu importe, non, mais t'en penses quoi? Non, mais ils ont raison, ils défendent leur business. Écoute, ils le font avec talent. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me surprend, c'est que les Françaises disent vraiment... Ça te surprend qu'il y ait autant de clients? Ouais, parce que c'est assez absurde, parce que tout le monde dit on fait attention à la planète, on trie les poubelles, etc. On fait des efforts surtout. Et on voit les gens qui font la queue devant ces magasins-là, alors qu'on sait que c'est vraiment des gros enfoirés, quoi. Donc, je sais pas, en fait, c'est les clients qui me surprennent. Genre, tu trouves qu'il y a un paradoxe, ouais? Ouais, c'est un peu ridicule. Ouais. Tu te sens en mission avec Second Life? Non, pas du tout. Pas en mission, mais nous, on essaye de
On essaie de bien faire notre métier à notre niveau, mais j'ai de leçons à donner à personne. Mais voilà, moi ça m'étonne juste que les clients, ils sont là, toute la journée ils donnent des leçons sur le côté RSE et derrière ils vont chez Chine. Bon bref. T'es obligé demain, parce que tu l'as dit toi-même que tu voudrais recréer une boîte, une marque de fringues un jour. Tu seras obligé de prendre à bras le corps toutes ces questions de environnementales, d'éthique, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui ça me concerne beaucoup plus et ça va avec la société, quoi. Ouais, bien sûr, et c'est dans mon éducation. Surtout quand tu viens de la campagne, que t'as. Et là-dessus, j'en veux un peu aussi aux gens des villes qui disent. Qui connaissent pas bien la campagne et souvent on est vachement les ruraux sont beaucoup critiqués là-dessus, mais tu fais beaucoup plus attention à la nature quand tu passes du temps là-bas parce que tu l'aimes, ouais, et quand t'es à Paris et que tu vois 20 personnes en 1 heure de métro jeter son mégot, ouais, tu te dis que c'est presque normal au bout d'un moment. Hier en vélo, il y avait un mec qui balance son papier de Mars dégueu tout collant, bah tu vois, je vais ramasser, il avait la fenêtre ouverte, je vais ramasser. Je vais balancer dans la tronche comme ça. Mais tu veux que je te dise, moi c'est un truc, à Paris, un mec peut sortir de sa bagnole et t'embrouiller parce que tu lui as fait ça, quoi. Ouais, ouais. En gros, il y a un côté, je vois ce que tu veux dire. Moi, à titre perso, enfin, je le vois vraiment, il y a vraiment des gens, et ils font genre, tu sais, ils laissent tomber, ils font genre, ouais. Ils ont pas vu. Ouais, il m'a dit, j'ai pas fait exprès, j'ai pas sûr, vu. Ouais, c'était un peu naze, quoi. Mais il y a des mecs qui peuvent s'énerver pour rien, quoi. Bon, on va terminer cette interview, j'ai quand même envie de creuser sur la prochaine boîte, après Second Life, parce qu'on l'a dit avant, il y a eu de l'IMO, t'en as pas parlé beaucoup, mais t'as aussi créé une, ouais, t'allais me dire. Ouais, ça, donc, toujours pour reparler de la campagne, de la Nièvre. Bah voilà, c'est pour ça. Avec un ami chef, on a créé une société de distributeurs à pizza. Donc ça paraît absurde, je pense, dans cette interview. Et c'est toujours pareil, c'est une question d'opportunité. Pourquoi ? Parce quand on a chopé le Covid, on était ensemble en vacances parce que ma femme était au JT d'M6 tous les jours, réquisitionné au mois d'août, ouais. Et zone interdite, et donc on s'est retrouvés en vacances, on a chopé le Covid à Saint-Tropez, ensuite on est arrivé en voiture au Cap Ferret et on a organisé une soirée, je me souviens, pour la demi-finale de la Ligue des Champions où le PSG avait gagné un match, en plus c'était formidable, et j'ai contaminé, je pense, on a contaminé, à nous deux on a dû contaminer 50 personnes, et donc on s'est fait exfiltré du Ferret et on a été s'enfermer chez lui à côté du Mans dans sa propriété, et là j'ai vu les gens faire la queue devant les bornes à pizza et j'étais très jaloux parce que personne faisait la queue devant les bornes Thunderstone, donc j'ai dit merde, les enfoirés. Mais il y a encore une opportunité. Et une opportunité, donc j'ai contacté le fabricant et j'ai racheté un premier distributeur, donc j'ai décidé mon pote d'aller s'installer dans la Nièvre chez mes parents. Et on a recruté la fille de l'agriculteur d'à côté, et on a monté un super business. On a 4 distributeurs, on vient d'ouvrir notre 4e distributeur, donc c'est vraiment dans les petites villes rurales, et ça c'est ouvert 24/7 comme on dit. Ça s'appelle YOLO Pizza, et on fait des très bonnes pizzas parce que grâce à un chef d'exception et des très bons produits et des produits du terroir, on arrive à faire les meilleures pizzas de la Nièvre. Et on a la chance que ça marche très bien, et on espère en ouvrir un 5e, un 6e, etc. Trop cool. Moi, la question toute simple, c'est qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te procure, cette activité-là, et le fait que t'as vu un truc, et voir le premier, le deuxième, le troisième, le 4e, je pense pas, dis-moi si je me trompe, c'est pas ça qui te fait vivre financièrement au quotidien. Bah, j'aimerais bien un jour quand même. Un jour, non, mais je prépare l'avenir. C'est comme l'IMO, c'est des investissements pour pas faire l'erreur que j'ai faite avec Vicomte Arthur, où j'ai mis tous mes œufs dans le panier pendant 12 ans, où à la fin j'ai tout perdu. Donc là, j'essaye de répartir quelques petits business sans trop me perturber, parce que c'est The Second Life, mon business principal, mais je suis content d'avoir ça en side. C'est le fait d'entreprendre et de créer, de construire. Pour ton terroir aussi, t'en parlais au tout début. Ouais, je suis ravi de faire un truc dans ma région, ça me plaît. Là, tu vois, j'ai eu un journaliste du Journal du Centre tout à l'heure avant de venir, il m'a dit c'est super, moi je connais bien la famille Soultret parce que j'habite dans le village depuis toujours. Et votre grand-mère était maire, et machin, je suis au conseil municipal, j'apprécie la famille, avec plaisir pour faire un article sur vous, pour votre nouveau distributeur à la machine, c'est des petits trucs comme ça, mais
Bon, je connais pas la famille, hein, donc qu'on s'entende, le podcast n'est pas... Non, mais c'est trop... ne rentre pas dans ce cadre. Ça m'amuse beaucoup de faire d'entreprendre localement, et surtout, moi, quand je vais là-bas, ça m'intéresse plus d'avoir un business que d'y aller juste en week-end. Ok. Sachant que mes parents sont éleveurs de chevaux, mon frère est éleveur de chevaux sur place. Tu vas avoir un but, quoi. C'est pas juste. Ouais, donc tout le monde est dans pilule. Un business local, donc et ouais, on aime bien parler de business, on aime bien parler d'argent, de développement, de problèmes, de procès quand il y en a. Tu vois, il faut que ça chauffe. Bon, une vie mouvementée, vous l'aurez compris. Un grand merci. Je te garde encore avec moi et on passe en vidéo pour les dernières petites questions. Super, merci. Allez, let's go. Et nous sommes donc de retour. Un grand merci Arthur déjà pour. Non mais c'est toi, trop sympa Yacine, merci. C'est pas fini. Il y a encore pas été trop chiant, questions. Hein. Non, bah notre audience te le dira si c'est le cas. Si on fait un flop. Non, ne t'inquiète pas. Première question qui est toute simple. Avec Vicomte Arthur, t'as eu la chance d'habiller beaucoup de personnalités. C'est qui celles et ceux dont t'es peut-être le plus fier, où tu te dis que lorsque t'étais encore à l'IPAG étudiant, on t'aurait dit, tu sais que dans quelques années tu vas les habiller. Tu nous aurais pas cru, quoi. Tellement c'est un truc de fou, quoi. Surtout que je suis fan des stars. Ouais, un rat de stars, comme dirait Oli. Moi aussi j'aime ça. Non, je te disais tout à l'heure, mais moi c'est Kiki que j'adore habiller, Kylian Mbappé, et même toute l'équipe de l'AS Monaco, parce que c'était quand même très sympa. Il y avait Bernardo Silva, Bakayoko, ouais, j'en passe, mais qu'est-ce qu'ils étaient sympas, parce qu'on faisait, Mendy qui était le plus sympa, hein, le plus fou, il est en tôle, le pauvre, maintenant. Ouais, le pauvre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il était sympa pour faire la fête et tout, il était très très rigolo et hyper joyeux, donc moi j'ai pas connu la façon, mais le côté festif, il est très entraînant, et c'était le meilleur pote de Mbappé, ils passaient leur vie ensemble, les mecs. T'as une anecdote un peu drôle avec l'AS Monaco sur cette année de folie, parce que, disons-le, tu as été juste pendant 1 an ou plus? Ouais, on a été pendant 2 ans. Pendant 2 ans, mais après j'avais cédé la marque, donc moi c'était vraiment la première année, mais ce qui est cool, c'est qu'on a été quand même champion de France, et en demi-finale de la Ligue des Champions. L'anecdote, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand on se pointe dans le stade à Manchester, on est en quart ou 8e de finale, non quart, parce que Manchester c'est quart, 8e c'est Dortmund. Non, 8e Manchester, et je crois que quart Dortmund c'est arrivé après. T'es sûr? Ouais. Bon, peut-être. Et là, je me retrouve à côté de Wilfried et sa femme, Mbappé et Ethan aussi, assis à côté, parce qu'on était toujours assis à côté au match. Ethan qui a 8 ans ou 10 ans. Et là, c'est la première fois que Kylian est titulaire et tout. Je me dis, tu vas voir, Wilfried, je lui tape dans le dos comme si c'était mon poteau et tout. Je me dis, tu vas voir, il va marquer ton fils. Et 10 minutes après, but exceptionnel, et ça s'est enflammé. Donc il y a un match extraordinaire, 5-3. Donc ça, c'est un super souvenir. Et surtout que j'ai pris l'avion en retour avec eux et tout, c'était trop bien. Trop drôle. Ah ben tiens, j'ai envie de te parler de Kylian. 30 secondes. Bon, ouais, c'est pas prévu, hein, mais il était jeune, hein, et c'était sa première année. 17 ans. Ouais, et c'était le début de la carrière incroyable qu'il est en train d'avoir. Mais qui est déjà une pépite, hein, parce que je me souviens qu'il est pas encore titulaire, et quand on fait la photo avec les 5 joueurs, j'avais demandé, ils avaient pas voulu, ils voulaient déjà le préserver. Bah justement, donc t'as pas trop échangé. Et qu'est-ce que t'as vu de lui, d'un gamin de 17 ans, où tu t'es dit ça, même si c'est pas dans le foot, si demain il vendait des fringues, il va exceller quand même. Ouais, alors je dirais qu'il est pas très sympathique, en vrai. Il est, alors que ses parents le sont, parce que je pense qu'il est très focus sur sa carrière, et même très jeune, à 17 ans. Je sais plus ce que je voulais dire, pardon. Ouais, non, mais le trait de caractère, tu vois, où tu t'es dit, il y a un truc qui m'avait surpris, c'est que, tu vois, quand on fête le titre au SAS Café avec toute l'équipe, donc il y a toute l'équipe, hein, vraiment, tout le monde est là, le coach, les préparateurs physiques, tous les joueurs, etc., fête monumentale. Et le mec, convoqué en équipe de France pour la première fois, il est pas venu du tout, tu vois, il est même pas passé dire bonjour et tout, le mec a séché complet, et il a dû se coucher à 9 ou 10 heures du soir. Ok. Tu vois, Mendy, il était peut-être convoqué, mais il a dû se coucher à 6 heures du mat. Donc tu vois, le professionnalisme du mec. Et dernière anecdote, avec Vicomte Arthur, je travaillais beaucoup avec GQ Magazine. On était très copains avec eux, donc ils savaient que je connaissais, donc j'ai appelé, ils m'ont demandé, et on dit, ça serait bien que tu nous aies la couverture avec Kylian et tout, donc j'ai appelé Wilfried, et il m'a répondu très gentiment, mais il m'a dit, voilà, c'est la Coupe du Monde 2018 qui arrive, hors de question, on est focus sur le foot,
Donc, tu vois, le mec est hyper pro, quoi. Donc, hyper intéressant. Gros respect là-dessus, ouais. Et sinon, dans les types que j'ai habillés sympas, donc il y a eu le Prince William, Kate Middleton, avec qui j'ai échangé parce que donc j'étais très proche de sa sœur Pippa à l'époque. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La reine d'Angleterre aussi, qui remettait la coupe Vicomte Arthur au polo pendant 3-4 ans à Windsor. T'as une photo à côté d'elle. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc non, beaucoup de personnalités. Et il y a quelqu'un que tu rêves d'habiller, parce que tu l'as dit donc dans cette interview, que peut-être que plus tard tu recréeras une marque de prêt-à-porter. C'est peut-être mon prochain challenge après The Second Life, c'est de reprendre une marque, même si c'est difficile. Aujourd'hui, on voit, c'est pas difficile, c'est presque impossible, clairement. Faut le dire. Encore une marque qui est passée en redressement judiciaire aujourd'hui. Jennifer, donc c'est très chaud en ce moment les fringues, donc mais je sais pas, tu vois, c'est bien le challenge, toi. C'est le challenge qui me plaît, c'est cette petite passion qui me, et voilà, pendant 6 ans je voulais plus en entendre parler, mais là ça revient. Il y a une star que tu voudrais non, mais j'en ai discuté avec Jean-Charles de Castelbajac à un mariage la semaine dernière, et il m'a dit écoute, si tu fais un truc, je suis trop chaud pour le faire avec toi et tout, donc j'ai déjà une idée, donc il m'a dit mais c'est une bête d'idée, il faut qu'on le fasse et tout, donc bon, on va stay tuned tout le monde. Pas tout de suite. J'ai essayé de choper des infos. Déjà The Second Life, et on verra ensuite. Mais revenons un petit peu sur l'entrepreneuriat. Ce podcast, il est vraiment pour inspirer, apporter de la valeur à notre audience qui souhaite se lancer ou qui vient de se lancer. Si on revient vraiment terre à terre, aux bases, c'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre à tes tout débuts dans l'entrepreneuriat? C'est un conseil que j'ai eu par mes parents, par ma famille, par mes grands-parents, par notre univers, c'est la résilience. Pourquoi? Parce que je suis d'une famille au départ de colons hollandais qui s'est installés en Asie, au Maroc ensuite, etc. Donc on s'est toujours battu pour tout, et je dirais que voilà, c'est ça, c'est cette résilience, et de toujours ne jamais s'arrêter, et je suis content parce que là j'ai eu j'ai pu acheter un super appartement à Paris, je me suis battu pour avoir mon prêt pour acheter cet appartement avec la mairie de Paris, etc. Donc c'est le fait de ne jamais rien lâcher alors que ça me paraissait encore impossible 10 jours avant la signature. Je pense que tous les entrepreneurs disent ça, mais c'est ou même Kylian, c'est de pas accepter la défaite, c'est même pas l'envisager, en fait. Voilà, Est-ce que tu estimes que t'es le seul maître de ton destin? Ou au contraire, est-ce que tu te dis, je vois où la vie me porte, et dans tous les cas... non, seul maître évidemment, mais seul maître avec une équipe autour, avec incapable de faire quelque chose tout seul. Je suis vraiment carrément nul même, et c'est d'arriver à fédérer une équipe, et pour le faire en équipe. Et c'est qui y a une personne qui a été un game changer dans ta vie professionnelle ou personnelle justement, mais qui t'a permis de te réaliser, toi? Je dirais que j'ai travaillé longtemps avec mon père, et ça m'a beaucoup appris parce que pendant l'école je suis devenu entrepreneur, et lui c'est vraiment un dur à cuire à l'ancienne. Il lâche rien, il est même trop de temps en temps, il est vraiment impitoyable, et je suis aussi j'ai beaucoup de respect pour mes frères, ma sœur bien sûr, mais qui sont deux super entrepreneurs, et ils font un travail fantastique au jour le jour. Donc c'est cette faculté de travail et de jamais rien lâcher quand on a connu des moments hyper difficiles, des faillites, des trucs, mais on s'en sort toujours parce que on est là sur le terrain, on se bat, on trouve des opportunités, des idées, on crée des choses, ça marche pas, on crée autre chose. Voilà, j'ai envie de parler d'argent. T'es chaud? Vas-y, avec plaisir, ouais. Ok. Déjà, un truc tout bête. T'as levé 3 millions d'euros, il me semble, ouais. Donc avec Thunderstone. 3 fois 1. 3 fois 1. J'aimerais que les gens se rendent compte, parce que souvent on pense que c'est une finalité, que c'est l'objectif. Toi, quand tu lèves 3 fois 1 million d'euros, tu gagnes combien si tu peux nous donner une fourchette? Je dirais que même pour reculer, Vicomte Arthur, j'avais démarré en vendant des crâteaux porte-à-porte avec 15 000 euros de capital, et on est monté donc à presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en gagnant de l'argent pendant 10 ans de suite, en étant BPI excellent, etc. Le jour où on s'est mis à lever de l'argent pour ouvrir des magasins, c'est ce qui nous a tués, ça a été comme un poison, parce qu'on s'est mis à avoir de l'argent sur un compte en banque, alors qu'à chaque fois c'était géré au centime. Donc ça, je dirais que c'est
l'argent levé, moi je le vis plus comme un poison aujourd'hui. Donc évidemment, il est indispensable quand tu es dans ce métier de la tech, quand tu crées un logiciel comme The Second Life, etc. Parce que au départ, ça perd de l'argent. Donc moi, mon obsession, c'est la rentabilité. Enfin, c'est depuis le début, c'est d'avoir une boîte rentable. Vous êtes rentable là ? J'espère bientôt. Ok. On y est presque, ouais. Et donc c'est la seule chose qui me motive au jour le jour, c'est ça, c'est d'arriver à, dans un premier temps, à break-even et ensuite de gagner de l'argent. Et avant d'atteindre une renta, je te pose vraiment la question, mais si tu veux pas parler de toi, peut-être tu peux nous parler de tu vois, des termes en général, quand tu lèves 1, 2, 3 millions, qui reste du coup... Zéro. Personne ne se rémunère en tant que CEO. Si, je me rémunère, mais... Un salarié, mais... Ouais, je me rémunère en tant que salarié, mais... Mais concrètement, t'es déjà à des 300K ou pas du tout? Jamais de la vie, non. Je sais pas si un jour j'aurai ça, mais je suis... mais bien en dessous, ouais. Ok. Bien en dessous et... Un salaire de cadre, tu dirais? Ouais, cadre dynamique, alors. Jeune cadre dynamique. Je sais rien, Wow, mais j'essaye de soutirer quelques chiffres, mais en gros, c'est pas du tout une finalité, c'est pas ça qui te permet de vivre confortablement. Tu gagnes mieux ta vie avant que juste avec Second Life aujourd'hui, par exemple. Ouais, beaucoup mieux, ouais, bien sûr, ouais. Ok. Non, l'intérêt, c'est aujourd'hui d'avoir une boîte rentable, et ensuite, si c'est rentable et que c'est mérité, dans ce cas-là, je ferais mieux me payer, mais aujourd'hui, on va continuer dans l'argent. T'as dit non 2 ans avant de céder au final Vicomte Arthur, t'as dit non à une offre de rachat de 15 millions. Ouais. Sans reparler là-dessus, j'aimerais comprendre, maintenant que t'as vraiment toute cette valeur, tu ne sais pas aussi de quoi est fait de demain, tu vois. Pour combien tu revendrais Second Life alors que vous êtes même pas rentable encore, mais que vous y approchez? Non, mais aujourd'hui, ça n'a pas de prix parce que je crois pas que ça soit encore assez suffisamment développé pour être intéressant pour un grand groupe, même si c'est une très belle technologie. Et je dirais que mon erreur de pas avoir vendu Vicomte Arthur à l'époque, c'est parce que j'étais pas prêt psychologiquement et j'étais pas entouré, j'avais pas cette expérience, des copains entrepreneurs, etc. Qui te disaient c'est une bonne sortie, ça. Ouais, j'avais pas tous ces potes là parce que j'étais vraiment un des premiers entrepreneurs, en tout cas de ma génération, à lancer. Tu vois, on a été créé 5 ans avant le style français. Le style français, t'as l'impression que c'est une éternité. Tu vois, avec Guillaume faire le guignol tous les jours sur Insta. Mais en fait, on est arrivé bien avant lui. Et j'avais pas de potes dans ma situation. Et donc, je me suis dit, je vais me faire racheter. Je suis insupportable, donc je vais me faire virer. Donc, j'aurais tout perdu. Et aujourd'hui, en fait, avec plaisir, je serais fait virer si j'avais vendu, tu vois. Donc, écoute... Il n'y a pas de revente dans ta tête pour je sais pas, demain, admettons que tu arrives à avoir un 10 millions de CA demain avec Second Life. Ah si, avec plaisir. Sur 10 mais qu'on se rende compte des chiffres, un 10 millions de CA sur Second Life, sachant qu'on te connaît maintenant, et si vous le connaissez pas bien, allez écouter cette heure d'interview, mais il aime les challenges et que quand il y a 10 millions de CA, il veut aller en chercher 20. C'est quoi un chiffre quand tu fais 10 millions de CA? Pour une boîte. 10 millions de CA dans la tech, dans le SaaS, c'est beaucoup plus fort que 10 millions dans sur une du boîte de fringues. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur parce que nous on vend de l'abonnement, donc c'est beaucoup plus challenging. Mais donc déjà 1 million de ARR pour toi, ce serait génial. Moi je pense que je serais vendeur. Et c'est quoi une valo associée à ça? Qu'on essaye de J'y connais rien en valo, okay. J'y connais rien, mais je sais pas, autour de 20 millions, un truc comme ça, non? Et en vrai de vrai, il y a rien d'écrit, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Si c'est sexy, si c'est bien brandé. Bien sûr, ouais, je vends, là, je suis beaucoup plus ouvert. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas le même âge, j'ai aussi d'autres choses qui me laissent dans la vie, et je dirais que Vicomte Arthur, je l'ai peut-être trop incarné à un moment, et le fait, tu vois, j'ai pas pris le recul nécessaire pour être vendeur au bon moment. Donc là, j'essaie de faire maintenant la part des choses. Ça, c'est ma dernière question, et elle va pas être facile. À quel moment de ta vie de 20 ans d'entrepreneur, on peut dire, je crois que ça fait 20 ans que t'es entrepreneur. Ouais, 20 ans pile en fait. Ouais. Moi j'ai au moins 4 business, on parle de Vicomte Arthur, on parle de Thunderstone / Second Life, bien sûr, ouais. On peut parler un peu d'IMO, on peut parler évidemment des pizzas, des pizzas. Ouais, très bien. Ouais. C'est lequel qui te procure, hormis l'argent, le plus de plaisir? C'est dans lequel que tu as pris le plus de plaisir jusqu'à présent? Je dirais que c'est le fait d'en avoir plusieurs en même temps. Ok, donc c'est passé du coq à l'âne au quotidien. Ouais, j'ai un peu de mal à faire maintenant qu'une seule chose. Ouais. Donc c'est le plupart de mon temps est vraiment sur The Second Life, mais je suis ravi d'avoir un journaliste, je disais tout à l'heure, un journaliste nivernais pour faire une interview samedi à 11h.
Donc là, c'est plutôt sur les pizzas. Ouais, de négocier un devis pour les travaux, pour l'IMO, tu vois, mais faut pas que ça vienne trop perturber, mais je suis content d'avoir quelques respirations, faire ça m'amuse en fait, ouais. Donc c'est un peu jongler sur toutes ces thématiques. Ouais, ça m'amuse beaucoup, ouais. Bon. Je te laisse le mot de la fin. J'ai envie de te dire un grand merci et j'aime bien terminer par un gros merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement se lancer ou qui se sont lancées et qui passent par une phase plus difficile. Peut-être que t'as un petit mot à leur dire, toi. Ouais, je suis fan de Groland, donc c'est Banzai. Et on termine avec cette belle touche d'humour. Bon, un grand merci Arthur. T'as pris du plaisir, ça va? Ouais, c'est très sympa. Merci Yacine. C'est toujours sympa de parler de soi, donc. Bon, un grand merci à vous tous et surtout merci Arthur pour toute la valeur apportée. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Bien, salut tout le monde. Bye. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!